Allô. Bonsoir Suzy Morgenstern et merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir à tous. Donc, c'est un peu particulier Suzy parce que moi j'ai l'habitude, nous nous sommes déjà rencontrés, l'Institut français vous a invité déjà en Israël, nous avons déjà fait des rencontres, mais c'était tout le temps avec des enfants. Comme toute cette semaine d'ailleurs, vous allez à la rencontre des enfants de plusieurs établissements, ici à Tel Aviv, dans le prolongement du Livre en scène junior. Donc, pour ceux qui étaient là, donc, il s'agissait donc d'une lecture bilingue dans le cadre du Festival Livre en scène de ton livre, Lettres d'amour de 0 à 10 ans. Et nous avons souhaité prolonger en fait cette belle manifestation et aller à la rencontre des enfants qui ont participé à ce festival. Mais là, c'est particulier. Tout à coup, je me retrouve donc en train de vous présenter avec un livre pour les grands. Ouais, j'ai grandi. Pour les grands. Donc, mes 18 exils, qui est paru, je crois, il y a un petit peu moins d'un an, c'est ça, à peu près, voilà, aux éditions L'Iconoclaste. Et c'est en fait une autobiographie, un genre d'autobiographie. 18 exils parce que 18 moments de changement, peut-être, dans ta vie. Il y avait 28 au départ, on a compté. Ah oui, ça c'est intéressant de savoir quels étaient ceux qui ne sont pas dans le livre. On va voir ça tout à l'heure. Et je voudrais tout de suite commencer en fait par la lecture d'un petit passage. Ah, c'est bien parce que tu lis bien. Donc, je ne sais pas ce que c'est d'être un homme, pas plus que d'être un chameau. Je ne connais que la part femme de l'humanité. Je n'en ai jamais souffert. Le vote des femmes existait quand je suis née. Pas tout à fait la parité, mais assez pour mes besoins, même si c'était égoïste vis-à-vis des femmes plus opprimées. J'ai été acceptée dans les universités de mon choix. J'ai été recrutée à un salaire suffisant. J'avais été élevée dans l'idée que les femmes étaient les plus fortes, qu'on pouvait être et faire ce qu'on voulait, qu'on était intelligente. Ma petite fille n'aime pas que je dise que j'ai attendu ça toute ma vie. Mais on ne m'a jamais harcelée, violée, agressée. Je lui explique que je veux dire être désirée. Ce n'est pas la même chose. Elle a raison. J'ai un t-shirt tellement pas politiquement correct que je ne le mets plus. Harass me, please. Harcelez-moi, s'il vous plaît. Grâce à mes petites filles, j'apprends la condition féminine comme si j'avais changé de côté. Et un tout petit peu plus loin, c'est carrément un poème en quelque sorte, ou une chanson, je ne sais pas. Je ne vois pas d'autre alternative que d'être femme. Passer sa vie tout feu tout flamme, faire des trucs nuls comme tricoter, cuisiner, se bichonner, s'habiller cucu-froufrou, pleurer sans gêne des gros bouts, se donner au sein ragot et potin, acheter des culottes pour le popotin, parler des heures au téléphone, journée pyjama en mollasson, aimer s'enfiler et s'enfreiner, semaine active à s'entraîner, regarder des comédies romantiques et lire des livres d'amour merdiques, danser en se laissant aller, chocolat et gâteaux salés, chanter fort et faire la folle. Être femme, c'est du bol. Du coup, je me suis dit qu'en lisant ce livre, on va le parcourir ensemble. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était un livre qui parlait vraiment des femmes. C'est-à-dire que des filles, des femmes, on va voir des mères, des épouses, des grands-mères. Et la première question, en fait, c'est... et c'est aussi plein de paradoxes, mais vivre, c'est être paradoxal, sinon ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de goût.
mais aussi plein de paradoxes. Parce que tu démarres donc ce livre avec ta naissance, en fait, et déjà... Premier exil. Et déjà, il y a un petit souci. Tu es une fille, troisième fille. Dis-nous ça. Mais ils n'avaient même pas prévu un prénom pour moi. Et mon véritable prénom sur mon certificat de naissance, c'est Baby Girl. Et c'est mon nom officiel, Baby Girl. Ils n'avaient pas imaginé que le destin pouvait leur faire ça. En fait, j'étais la quatrième fille. Et j'étais pas la bienvenue. Et, mais, bon, fille dans ma famille, dans un matriarcat. Vous étiez 3 filles. On était 3. 3 filles. Ouais. Plus maman. Maman, quatrième fille. Quatrième fille. Ouais. C'était. On a grandi en pensant que les hommes étaient pathétiques et nuls. Mais on était élevés aussi pour être la chair à marier. Les enfants dans les classes me demandent est-ce que tu as toujours voulu être auteur? J'ai dit non, je voulais juste attraper un petit bonhomme, me marier avec et faire des gros bébés. C'était le but. Bon, les années 50, c'était le but de notre vie. Il n'était pas question d'être autre chose. Et dans une dispute terrible avec un éditeur pour un livre qui va sortir, voilà ce qui dans le livre, ça s'appelle Sacré Collège. Et tous les professeurs trouvent l'amour, se marient et tombent enceintes. Et l'éditrice m'a dit, on devrait pouvoir en 2022 proposer autre chose à des filles. Et je trouvais qu'elle avait raison. Alors, personne ne se marie, personne n'a d'enfant. J'ai tout enlevé. Je trouvais ça très juste qu'on pouvait proposer autre chose. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui s'est passé quand même. Cette éducation, alors c'est pour ça que je parlais de paradoxe, c'est que d'abord ta maman donc que tu attends, qui dit quand même son mari donc Meyer Hock n'était ni beau ni grand. On lui a proposé Pachidour en fait. Il avait des lunettes grosses comme des loupes. Comme moi. Voilà. Mais encouragé par ses parents, ma mère a accepté de devenir ma mère. Je n'ai jamais osé lui demander pourquoi. Elle, si belle et intelligente, qui avait des prétendants acharnés, elle m'aurait dit, on écoutait ses parents. Et toi aussi? C'est-à-dire que non. toi, est-ce non. que toi, ton idéal, quand tu étais donc jeune fille dans cette famille, quand tu as grandi, est-ce que c'était le mariage? Est-ce que le mariage, c'était la consécration? Je voyais rien au-delà du mariage. C'était l'aboutissement de toute une vie. Il y a une amie, Chou Leblanc, là, qui connaît de mes meilleurs amis. On s'est mariés en même temps, on s'est mariés à 22 ans. À 21, on a eu des enfants, à 22 ans. C'était comme ça. Mais là où j'ai étonné la famille, c'est que je me suis mariée avec un étranger. Ma grand-mère m'a dit, there's so many nice American boys. Avec son accent russe. Là, j'ai fauté. C'est ça. Et puis j'allais en France avec mon mari français. Et ma grand-mère encore, elle m'a dit,
on est venu de là-bas. C'était pas bien là-bas. Ça, c'est le grand moment. C'est quand même la grosse... c'est un vrai exil, pour le coup. C'est un exil physique, cette fois. Oui, De quitter l'Amérique pour t'installer en France, pour suivre donc Jacques, ton mari, Jacques Morgenstern. Et... que j'ai rencontré à Jérusalem, à Givatram. Comme Laura. Hein? Elle aussi. Et bien sûr, c'est moi qui ai fait le chidour de Laura. Alors, moi, j'ai fait le chidour de last one. The last one, Jesus. That was a good one. That was a good one. Alors, parlons de cet exil. Parlons de ce moment important, très important. Tu racontes très bien, et c'est extrêmement drôle, tout ce que tu vas découvrir, mais tout ce qui va aussi être difficile pour toi, dans ce pays, dans ce nouveau pays. Donc, J'étais complètement inconsciente. J'ai trouvé le Graal. Je me suis mariée. Et comme je dis, après, ça va tout seul. et je l'ai suivi. Je ne parlais pas un mot de français. Bonjour, merci. Et je l'ai suivi comme un imbécile. À vrai dire, Jacques voulait faire Aliyah. Mais au lieu de faire Aliyah, on a nommé notre premier enfant Aliyah. une fille. Une fille, oui. Aliyah Morgenstern, qui est une grande linguiste, professeure à la Sorbonne. Donc, j'ai dit à Jacques, il voulait aller au kibbutz. C'était un grand mathématicien, mais il voulait aller au kibbutz. Et je lui dis quand même, on devrait faire une escale chez toi pendant quelques années pour que je sache d'où tu viens. Et apprendre ta culture, ta langue. J'avais rien lu, je savais rien de la France. Chanel numéro 5, c'est tout. Quel est dans cette période un peu particulière de cet exil donc en France, quel est ton souvenir le plus difficile? La langue. C'est comme être aveugle. Je me concentrais pour suivre les conversations, pour me rendre compte qu'ils n'avaient rien dit. Tu as des soirées autour des tables. Et puis, rien. Rien n'était vraiment difficile parce que j'étais très amoureuse. C'est ça. Et j'avais un bébé, j'avais Jacques. J'avais aussi ses parents. Sa mère, oui. Sa mère qui est née à Constantinople, qui était la fille du grand rabbin de Constantinople. Et c'était quelqu'un, elle, à la fin de sa vie, elle vivait chez nous, peut-être pendant 11 ans. Et quand elle est morte, je pensais que c'était vraiment très gentil de sa part. Et quel est ton plus beau souvenir pendant cet exil? Cette période, Oui. À part d'être amoureuse. j'ai rencontré une Américaine qui faisait des muffins et des brownies. Le plus beau souvenir de cette période, c'était très beau d'avoir des enfants jeunes, d'avoir Jacques, d'apprendre un peu plus tous les jours, d'apprendre un mot, une phrase.
Ça, c'est des beaux souvenirs. Et tu n'as pas souffert d'être américaine et qu'on te voit comme américaine. C'est-à-dire, je veux dire, je crois que tu écris à un moment donné justement que tu avais demandé ta naturalisation française et que tu as dû donc développer l'ensemble de tes héritages en fait. Hein, donc, je sais plus. L'employé m'a dit, mon beau-père né à Kalushyn en Pologne, ma belle-mère à Constantinople, mon père à Kankolovka, ma mère à Brooklyn. Ça, c'était bien, déjà. Mais c'était... et elle m'a regardé, l'employée à la mairie, et elle m'a dit, mais quelle salade! C'était à Nice, c'était donc une salade niçoise. Quelle salade! On ne sait même pas si on va vous donner la nationalité. J'avais la nationalité parce qu'à l'époque, Jacques m'a déclaré au consulat de New York et donc j'avais la nationalité parce qu'on l'avait par le mariage. Mais j'avais besoin d'un degré de plus pour l'agrégation. Oui, d'accord. Alors, on continue ce parcours de femme, donc femme amoureuse, très amoureuse. C'est là aussi où il y a des paradoxes, parce que tu racontes que ce n'était pas si simple quand même avec Jacques. Jacques était un homme très exigeant, je crois. Je vois Jacques, il n'aimait pas voir qui que ce soit au petit déjeuner. Moi, j'adore le petit déjeuner avec quelqu'un. Alors, on avait une maison, 2 étages, et quand je l'entendais monter, je savais que je pouvais descendre, prendre mon petit déjeuner. Et il me tendait sa main dans l'escalier, il m'a dit « Bonjour madame ». Et j'ai dit « Comment ça va monsieur ?» Et il m'a dit « Selon mes principes ». Mais il a eu quand même mais en fait, on y reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là, sujet qui ne fait pas l'objet d'un chapitre d'ailleurs, mais c'est intéressant, on va se demander pourquoi, on en parlera un petit peu après sur l'écriture. Il a eu un rôle important. Jacques, j'étais son pygmalion. Et le lendemain de mon arrivée en France, il m'a inscrit à l'université. Moi, je pensais, là-dedans, j'ai un homme, j'ai un enfant, je peux aller à la retraite. Non, il était très exigeant pour moi. Jacques m'a fait. D'ailleurs, la première autobiographie, c'était Jacques a dit. Et un éditeur m'a demandé un livre qui explique comment je suis devenue ce que je suis. Une grosse patate. Mais j'ai tout de suite sorti ce livre. C'était mon livre de deuil. Quand Jacques est mort, je ne pouvais plus l'écrire pour les enfants et j'ai juste écrit sur Jacques. Et j'avais ce livre dans mon tiroir pendant 20 ans. Et quand elle m'a demandé un livre sur ma vie, je lui ai envoyé Jacques a dit. Et le lendemain, elle m'a dit, c'est magnifique, je le publie. Peut-être ça a vendu 3 exemplaires et demi. Mais c'était écrit. Et je l'aime beaucoup ce livre. C'était mon livre de deuil. Et maman. Donc, mariée, et puis maman. Et maman de 2 filles. Oui. Et maman de 2 filles. Donc on poursuit notre route de filles. Donc, maman de 2 filles. Alia et Maya. Alors, qu'est-ce qui s'est... Là, c'était pas si simple que ça, je crois. Non? D'être mère. Je me suis jamais vraiment posé la question. La France est un pays tellement extraordinaire. Moi, je suis furieusement amoureuse de la France.
Jacques voulait que je poursuive mes études. J'étais doctorante à l'université de Nice et j'ai tout de suite exporté mes enfants à la crèche. Et ma mère trouvait que c'était cruel, épouvantable. En Amérique, on ne met pas des bébés à l'école. D'ailleurs, on ne peut pas travailler si on a des enfants. À l'époque, on ne pouvait pas travailler en Amérique avec des enfants. Qu'est-ce que j'ai adoré la crèche? Je les emmenais tout froissés, les cheveux n'importe comment. Elles sortaient parfumées, coiffées, lessivées. Je les reniflais tous les jours, mais c'était des choses que je ne connaissais pas. Et puis, elles aimaient. C'était la crèche, mais je crois que la confrontation a été plus compliquée avec l'école. L'école, oui. C'est là le problème, avec l'école française par rapport à l'école américaine. Oui, je me plains dans tous mes livres de l'école, oui. L'école était brutale pour moi parce qu'en Amérique, on allait à l'école avec le bat du baseball, les tennis. C'était un club med, l'école aux États-Unis. On y allait heureux. On n'apprenait strictement rien, mais dans la joie. On n'apprenait pas des langues. Qui savait que c'était tellement important de parler des langues? Pourquoi ma mère ne m'a pas dit d'apprendre le français? Donc, c'est les langues de bon. Et ça, c'est, comme tu dis qu'il y a un mot que qu'on utilise aux États-Unis, donc fan. L'école, c'était fan. Un mot qui n'existe pas en français. Voilà, c'est ça. On va dire à l'enfant américain, enjoy. Et ici, on va lui dire, j'espère que tu vas bien travailler. Non, en Amérique, on laisse les enfants devant l'école et dit have fun. Et ici, mon premier choc à la maternelle, c'est que les parents laissaient leurs enfants devant l'école et ils disaient travaille bien. Je me demandais si j'amenais mes enfants à un camp de travail. Travaille bien, c'était horrible. Et puis il y avait tellement de devoirs tous les jours. Bon, je me suis consolée de l'école en France. Après, quand ma fille a fait l'école normale supérieure, elle a 18 ans, elle avait déjà un salaire. Ça ne me coûtait rien, comme en Amérique. Les parents économisent toute leur vie pour envoyer leurs enfants à l'université. Ma fille Maya a fait la fac de médecine et bon, elles en savent des choses. Donc il y a du bon quand même. Il y avait quand même un peu de bon. Ouais. Mais je pense à ce livre que tu aimes beaucoup, je crois, et moi aussi d'ailleurs, qui parle de ça, où tu as Joker. Donc, raconte-moi un peu Joker. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, ce roman. Michael a traduit, mais on cherche un éditeur. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai? Joker est traduit? Oui, je l'ai traduit il y a 2 à 3 ans. Je l'ai mis de côté parce qu'on cherche un éditeur. Et je l'ai traduit en hébreu, j'ai essayé de changer les noms pour le faire un peu israélien. Ça n'a pas très bien marché, mais le livre est excellent, il est spirituel. Et la traduction aussi. Est-ce qu'il y a une Dorite ici? Oui, elle est là. Ah, c'est Dorite! Oui, on devait se rencontrer. Je suis heureuse de vous voir. J'ai traduit il y a une dizaine d'années l'américaine. La Merlot? Oui, la Merlot, c'est ça. C'est vous qui l'avez traduit? C'est moi votre C'est voix. pas vrai. J'ai aimé chaque... Et je vous vois là, je suis très émue.
זה אמריקאית הזאת. נכון. Oui, il faut. Tsvi a voulu qu'on se rencontre avec Roselyne et tout ça, mais. Ça vient. Donc maintenant on a Joker aussi. Oui, et puis Michael. Joker c'est très drôle en fait. Michael, tu peux traduire des deux sens de l'hébreu en français? Moins. Moi? Ok. Oui, c'est ça. En principe c'est ça. Donc l'école en France, bon, ça a quand même un peu de bon quand même. Hein, ça a quand même un peu de bien. Alors, il y a une identité. Là, on a fait un peu le parcours, on n'a pas terminé encore. Il y a encore une partie très importante du parcours de toi en tant que femme. Il y a quand même une identité sur laquelle tu appuies beaucoup. C'est ta judaïté, c'est-à-dire le fait d'être une femme juive. Et tu dis même, je suis juive à la racine carrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une faute. C'est une faute, m'a t-on expliqué. Je suis juive au carré. Je suis juive avant tout, mais je suis aussi une juive de l'exil, une juive de Galoute. Je sais pas si je peux troquer mon judaïsme de Galoute pour venir m'installer en Israël. Ça a tué ma grande sœur qui est venue, qui a fait Aliyah à 70 ans. Et ça n'allait pas du tout. Moi, j'ai toujours été dans la Galoute. Et c'est ma forme de judaïsme. Mon premier livre, c'était un alphabet hébreu que j'ai dessiné. Oui. Est-ce que c'est lié? On a l'impression aussi que c'est très intéressant. C'est-à-dire, tu dis aussi à un moment donné, tu parles du mot sionisme, par exemple, qui en France est devenu un gros mot. Oui, c'est un grand mot. Alors qu'aux États-Unis, oui. Et un de mes exils, c'est être sioniste. C'est très mal vu. Et je tremblais avant d'aller à la matinale de France Inter avec Léa Salomé, qui est libanaise. Et, j'avais peur qu'elle allait vraiment m'attaquer. Pendant des semaines avant la rencontre, j'ai étudié mes arguments et j'allais lui sortir ma phrase que mon sionisme est inconditionnel. Et mais elle ne m'a pas posé de questions sur mon sionisme. Est-ce que c'est lié? Suzy, est-ce que c'est lié? C'est vrai ce que tu dis, c'est très intéressant parce que quand tu commences le livre, tu dis j'aime être étrange ou étrangère. C'est-à-dire, j'aime être différente. Il y a ça chez toi. Alors peut-être en Galoute, le fait d'être juif, en Galoute c'est en diaspora, parce que c'est vrai que c'est un mot peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, mais il y a cette idée d'être différente. Oui, et puis ça fait 55 ans que je vis en France et je parle comme si je viens de débarquer. Je n'ai pas fait ce qu'il aurait fallu faire comme effort pour, je ne sais pas, avec un orthophoniste, parce que l'accent c'est toute une musculation. Après, je n'ai jamais fait l'effort. J'ai écrit 164 livres en français, mais quand je parle, qu'est-ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines? J'ai loupé ma correspondance à Marseille pour aller à Grenoble. Et il y avait un mort sur les rails. Et c'est pas drôle. À Marseille, je vais à la boutique de SNCF.
Et je raconte mon histoire, qu'il y avait un mort, et puis j'ai coupé ma correspondance. Il faut vraiment que j'arrive à Grenoble parce qu'on m'attendait et c'était important et tout. Et on me dit, je ne parle pas l'anglais. Alors, quand je vous l'ai raconté, c'était compréhensible quand même. Et j'ai téléphoné à la chef de culture de Grenoble et je lui ai donné le téléphone. Et elle a dit la même chose en français. Et ils m'ont trouvé une correspondance et 7 employés m'ont tiré, m'ont poussé dans un train qui partait. Mais oui, certains m'accusent de cultiver ma différence. Je pense que c'est juste cultiver ma paresse. Tu vois, j'aimerais un peu pas s'intégrer en France avec un accent. Ma grand-mère, qui est venue d'Ukraine, de Kamenets-Podolsk, elle parlait, après 70 ans en Amérique, elle parlait l'anglais comme le jour où elle est arrivée. Et je fais pareil, je en rigolais, on reprenait ses mots, ses fautes, tous les petits-enfants. Et maintenant, mes petits-enfants font la même chose avec moi. Je sais pas. Il faudrait que je me fasse psychanalyser. C'est très beau votre accent. Oui, mais on ne peut pas s'intégrer. Ce que je voulais dire, c'est que ma grand-mère était aussi américaine que le vice-président des États-Unis. Mais elle parlait, ça n'aurait jamais passé le SNCF. Mais quand même, je reviens là-dessus. Je reviens quand même là-dessus. En fait, tu vas quand même très loin, parce que tu dis, l'un de mes cauchemars récurrents, c'est d'apprendre que je ne suis pas juive, que j'ai été adoptée. Je me retrouverai nue, creuse et vide. Est-ce que c'est aussi dû à l'année de ta naissance? Tu es née en 1945, après la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui te culpabilise? Ah oui, oui. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je justifie mon existence parce que je ne suis pas morte dans la guerre. Et puis j'ai hérité toute la guerre par mon mari, par Jacques, dont le père était déporté à Auschwitz. Jacques était un enfant caché qui a souffert toute sa vie, qui est mort à 54 ans. Donc c'est très ouais, je suis née en mars 1945. Je suis venue en Israël pour fêter mes 77 ans. Le club, oui, on est le club des 77. I'm not an old woman. I'm a baby boomer. I'm a baby boomer and flower child. Same for you. We were born the same day. Je suis donc née en mars 1945 et Anne Frank est morte en mars 1945. On ne sait pas exactement le jour, mais je suis sûre que c'est le même jour. Et Anne Frank, le journal d'Anne Frank, c'est le livre sur mon chevet, toute ma vie que je lis, que je relis. Et j'ai un immense lien avec elle. Non seulement juive au carré, mais j'étais à la yeshiva.
jalouse des filles qui étaient vraiment pieuses, orthodoxes. J'allais chez elles Shabbat et je trouvais ça tellement beau. Nous, Shabbat, on allait voir une comédie musicale à Broadway. Et puis j'ai fait une crise où je me suis barricadée dans ma chambre pour ne pas prendre la voiture le Shabbat. Ça a duré une semaine. Alors Suzy, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans le livre. Donc, on n'a pas tout vu, hein. On va leur laisser découvrir parce que c'est toujours très 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 drôle. Mais il y a quand même une chose qui m'a étonnée parce que finalement, il n'y a pas d'entrée pour l'écriture. Il n'y a pas d'entrée. Il y a pas d'exil. Ça, c'est pas un exil. Ça, c'est mon état naturel. Voilà. Il y a un livre qui va sortir le 2 mai en France qui s'appelle « Écrire, c'est respirer ». C'est aux éditions Le Robert. Le Robert ne vend plus de dictionnaire. Alors, ils ont demandé à quelques écrivains d'écrire sur l'écriture. Je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Écrire, c'est respirer. Et je sens vraiment que c'est ça. Donc, c'est pas un exil, c'est intéressant. C'est toi qui me fais voir ça. Ouais. À quel âge est-ce que tu as commencé à écrire? Je dis aux enfants dans le ventre de ma mère, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des enfants qui sont nés avec une cuillère en argent et moi je suis née avec un crayon en bois dans la bouche. Même avant d'écrire, je faisais des pages et des pages de boucles. J'ai toujours aimé le geste d'écrire. Et j'écris, je vous montrerai l'écrit. Là, ça c'est un livre sur ma sœur, cette sœur qui est venue vivre en Israël. Et là, dans ce livre, peut-être plus que tous les autres, je me rends compte du pouvoir magique que c'est d'écrire. Je la fais vivre. Elle vit, je vis avec elle en écrivant sur elle. C'est un livre que je n'ai jamais osé écrire. C'est parce que ma sœur était un ganable, a crook en anglais. Elle était un personnage extraordinaire et mon neveu m'a fait jurer que je n'allais jamais écrire sur elle. Il y a des pages savoureuses déjà ici. Ah oui, ah oui. Toutes les journées sont gratuites. Alexandra. Oui. Le livre, je l'ai écrit en anglais parce que je ne pouvais pas l'écrire en français. Ça s'appelle Free of Charge. Free of Charge. Qu'elle a tout eu gratuit dans sa vie. Mais c'est une histoire qu'il fallait que j'écrive. Je n'ai pas dit à mon neveu qui est avocat que je l'écrivais. Il sera publié? Tu vas le publier? Il sera publié? Tu ne sais pas? Oui, mais je ne sais pas, c'est loin d'être fini. Je ne sais pas où je vais. Enfin, j'aime beaucoup la biographie, l'autobiographie, parce que j'ai pas besoin de travailler l'imagination. J'écris ce qui a été. Et je peux me concentrer vraiment sur l'écriture et la formulation dans une autobiographie. Alors revenons à l'écriture un peu, Suzy. Donc, tu dis, donc écrire, c'est comme respirer, puisque tu as écrit très jeune finalement. Je crois que ton premier livre publié, c'était
Tu avais quoi? Tu avais... Un premier vrai livre, Oui. mais j'ai écrit toute ma vie. J'étais éditrice de mon journal. Le journal que tu écris tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Tous les jours, tu écris dans ton Non, journal. mais un journal du lycée. Ah oui, le c'est ça. journal de- Oui, c'est ça. J'étais éditrice en... C'est ça, exactement. Exactement. Mais alors, ma question, alors, ça nous intrigue à tous, parce que c'est, et ça m'intrigue à moi, c'est comment as-tu toujours écrit en français? Comment ça se fait? C'est-à-dire, comment tu t'es mis à écrire, et donc à écrire en français? Je sais même pas. J'ai commencé à écrire en français quand je connaissais 50 mots de français. Je crois que si je venais vivre en Israël, j'écrirais tout de suite en hébreu. À chaque fois que je viens, je commence à vivre en hébreu. Mais c'était juste, j'écrivais des gens qui parlaient français, j'écrivais des situations qui se passaient en France, j'écrivais, ça ne pouvait pas être autre chose. Alors, évidemment, je n'ai jamais appris le français, je n'ai jamais étudié le français. Il n'y a rien qui sort de chez moi sans être corrigé. Et le boulot, c'était pour mon mari. Et j'étais prête à tout. Je rôdais autour de lui. J'ai même pas accepté de coudre un bouton contre des corrections. Et lui, c'était une espèce de vieux grammairien. Il voyait une faute au milieu de la page sans lire la page. Et quand il y avait 3 fautes dans une ligne, il écrivait dans la marge « merde ». Et j'ai des manuscrits corrigés par Jacques où c'est écrit « merde, 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 merde ». C'était un peu humiliant. mais bon, si c'est le prix à payer. Donc tu as signé, je crois, comme tu as dit, plus de 150 livres, comment? En français. En oui, français? avec beaucoup de fautes. Il doit avoir une quantité de... De qui? Alors maintenant, c'est ta fille qui corrige, c'est ça? Mais c'est Alia, la pauvre. Qui corrige les fautes en français. Mais, et ce sont des livres pour la jeunesse, essentiellement. Il y a quelques livres pour adultes, on l'a dit, mais essentiellement pour la jeunesse. Mais Il y avait une direction vers ça? T'as eu envie d'écrire pour la jeunesse tout de suite? Pour toi, c'était évident? Je crois que c'était la maternité qui m'a orientée parce que aussi que je ne trouvais pas à l'époque des livres que j'aimais pour mes enfants, alors je les ai écrits. Oui, je voulais dire que j'étais indignée avec mes 18 exils. Les écrivains de jeunesse n'ont fait pas attention. On n'a pas de médias, de télé, on est vraiment anonyme. C'est très bien comme ça. Nos livres se vendent bien, mais c'est très anonyme. Et puis ce livre est sorti et c'était une explosion de télé, de radio, de presse. Ça n'en finit toujours pas. Et bon, c'est un éditeur aussi iconoclaste qui fait ce qu'il faut pour vendre leurs livres. Et j'ai un autre livre qui va sortir et on ne sait jamais, mais je crois que ça va attirer l'attention.
Par exemple, il y a ce portrait magnifique sur la couverture. Et le livre s'appelle Avec mon gros visage sur la couverture, je suis un génie. Et je crois que ça va attirer un peu d'attention. Je n'ai pas fait pour, mais quand même, tu dis, tu as commencé, donc, je ne sais pas si le salon de Montreuil existait quand tu as commencé à publier, déjà. Le salon de Montreuil vient de fêter ses 37 ans. Oui. Et j'étais au premier, et je n'ai jamais loupé un salon de livre de Montreuil. C'est magnifique, et je me demande, enfin je me dis, est-ce qu'il y a une évolution dans la littérature jeunesse, toutes ces 30 années, en France? Une très grande évolution dans les livres de jeunesse. Il y a un auteur qui s'appelle Jean-Claude Morleva qui a eu le très grand prix, le prix Astrid Lindgren. C'est considéré comme le petit Nobel. Et c'est la première fois, bon, ça arrive une fois dans un siècle, qu'un Français ait le prix. Il n'y avait rien dans le journal télévisé, rien. On n'a parlé que des 18 exils parce que c'était vieillesse. Et ce merveilleux écrivain qui a eu cet énorme prix, on n'en a pas parlé du tout. Donc il y a encore à faire. Pourtant, il y a une richesse incroyable, il y a une diversité magnifique. En tant qu'auteur jeunesse en France, les publications sont extrêmement c'est très dynamique, très dynamique. Ouais. Je pense et l'illustration aussi. Oui. Et là où la France est très reconnue, c'est la Béguerre. Oui, c'est ça. Et les Belges. Ah oui, c'est... Oui, c'est ça. Donc pour revenir encore un peu à l'écriture, donc il y a quand même, on a parlé des livres pour enfants, il y en a beaucoup, et je me posais cette question-là, parce que je reviens toujours sur cette question d'écriture, la vie. Suzy, est-ce que, tu le dis d'ailleurs, hein, tu l'as dit souvent, tu n'inventes pas réellement. C'est-à-dire, tu ne fais pas des œuvres de pure fiction. Tu t'inspires en fait de ce que tu vis, des gens autour de toi. Et tu racontes quelque chose, et je me pose la question, comment on vit ça? Tu racontes avec ta fille, Alia, qui rentre en 6e. Et tu l'écoutes, donc, et elle se demande si tu l'écoutes ou pas, parce que toi, tu es en train de... Ça, c'est Maya. C'est Maya. C'est Maya, voilà. C'est comme si tu pompes. J'ai des copines qui m'ont fait signer des contrats comme quoi je ne parlerai pas d'eux. C'est dangereux de connaître un écrivain. Est-ce qu'elle ne t'en a pas un peu voulu? Est-ce que c'est drôle quand même, c'est ta fille, donc et tout d'un coup elle retrouve tout un tas d'anecdotes qu'elle t'a racontées, elle, à sa mère, et qu'elle retrouve dans ce livre. Elle m'en veut à mort, Maya. Elle a dit que j'ai exploité sa vie pour ma célébrité et ma grande richesse. C'est vrai, mes enfants étaient mes esclaves littéraires. Et puis quand elles ont quitté la maison, j'avais une vraie crise sur quoi je vais écrire maintenant. Mais c'était peut-être une libération aussi. Non, j'écris beaucoup de livres autobiographiques, mais j'écris aussi des pures fictions comme Soutif. Comment on traduit ça en hébreu, Soutif? Fazia. Alors, Soutif, c'est argot.
Il n'y a pas de pour Khazia. Il y a pas de gauche, je crois. Pour le... Non, pour Khazia, il n'y a pas de Soutien-gorge, c'est Khazia, mais... Et puis, bon, et un autre livre autobiographique, c'est Fleurs tardives, que, bon, j'étais veuve pendant 10 ans avant qu'un de mes gendres m'a dit que j'étais encore potable. Mais ça, c'est il y a 18 ans. Et il m'a mis sur un site web de rencontre, jewishcafe.com, et j'ai rencontré Georges. Ça fait 18 ans. Et si tu veux? Oui, absolument, absolument. C'est très, chaud. très beau livre. C'est chaud. Fleur on s'est écrit, c'était une façon très ancienne de faire connaissance, parce qu'on s'écrit, on a une correspondance, et puis un jour j'ai dit à Georges que j'avais 3 jours à Paris sans engagement. Et il m'a dit qu'il vient par le prochain train. Ah, un homme décisif et déterminé. Alors, il est venu, je suis allée le chercher à 10h40 à la gare de Lyon. Il avait réservé un hôtel et il pensait je l'ai accompagné à l'hôtel. Il m'a demandé de rester, de l'attendre. Il allait mettre sa valise dans la chambre et je lui ai dit « Ah, mais j'adore voir les chambres d'hôtel. » Ce qui est vrai. Alors, voilà, je ne saurais jamais comment j'ai eu l'envie, la perspicacité, le culot, l'intelligence, la bravoure, l'initiative, le courage d'oser un geste pareil. Mais c'était évident, j'avais affaire à un grand timide et si coincé que si j'avais attendu un acte aussi résolu de sa part, j'en aurais eu pour des années. À nos âges, on n'avait pas le temps de tergiverser, pas le temps de faire la cour, pas le temps tout court. Il fallait vivre dans ce moment précis de cette éternité si finie. J'en avais marre de guetter le Messie. Je ne sais pas comment la sagesse, l'action, l'esprit d'aventure, l'audace m'ont frappé, mais je sais que c'est la meilleure démarche que j'ai jamais entreprise de ma vie. Ce n'était pourtant pas la première fois que je prenais sur moi de faire la conquête du monde. Ma copine Simone me questionne encore aujourd'hui à propos de ma certitude quand j'ai vu mon mari au loin dans le resto U de l'Université de Jérusalem. Comment as-tu su? J'avais traversé au grand galop le vaste espace qui nous séparait avec mon plateau, mon sac de livres. Simona en remorque, je m'étais plantée devant lui et il n'y avait plus eu d'issue pour lui. Il était à moi pour cet éphémère toujours. J'aimais le choc que mon agression avait produit sur le petit Suisse long et mince. Je songeais même à commencer une nouvelle carrière de séductrice en série. Mais les victimes potentielles n'étaient pas légion. Il y avait juste lui devant moi, sous moi, et je ne suis pas légère. Il était consterné. Il ne s'attendait pas à une telle bombe. Il a dit après, « Tu as fait une mitzvah. » Une mitzvah est une bonne action. Et si j'avais peur du jugement de ma fille, je savais que Dieu en personne me félicitait et que tous les anges du ciel chantaient Alléluia.
C'est très très beau, c'est très beau et je souhaite que vous soyez ensemble très longtemps, Suzy. Et ouais. Quel est ton âge? Son âge maintenant, c'est 90 ans. Son nom. Je sais. Hein? The way you describe this is not the same. Mais à l'époque, il avait 74 ans. Okay, still. Mais quand je lui avais dit que j'aimais voir les chambres d'hôtel, ce qui est vrai, on est monté dans l'ascenseur, on aurait dit qu'il allait à son exécution. Tellement coincé, en fait. Et on est entré dans la chambre et je l'ai poussé au lit. Et je crois que je n'ai pas de secret. Quoique un psychiatre m'a dit un soir, on a des secrets de soi-même. Et ces secrets de soi-même sortent sur la page souvent. C'est un mot anglais que je n'ai pas en français, insight. Des petites révélations qui sortent sur la page. Mais quand le psychiatre m'a dit que j'ai des secrets de moi-même, depuis ce soir-là, je cherche ces secrets de moi-même. Je dis tout. Je suis extrêmement indiscrète, curieuse. Je pense que si on est sur Terre, c'est pour partager nos secrets. Je n'aime pas les secrets. Et pour conclure, temporairement en fait, cet entretien, la fin du livre quand même, il faut en dire un mot, qui m'a un peu surpris. Donc, puisque tu parles de la vie, donc on parle de la mort, puisque la mort fait partie de la vie bien sûr. Et là ce sont quand même des pages extrêmement à la fois émouvantes et très, comment dire, tu parles de tes amis. Donc on a beaucoup parlé de ta famille, de tes parents, de ton mari, de tes filles. Là ce sont tes amis. Et j'ai trouvé ça très très beau. C'est-à-dire ces dernières pages sont vraiment très belles. C'est comme si tu avais besoin, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs, tu avais besoin de leur dire quelque chose, de les remercier de ce partage dont tu viens de parler. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de perdre des êtres aimés. Et ma grande amie, ma meilleure amie, Jill Rosner, on a écrit ensemble, on a enseigné ensemble, on se parlait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et je suis toujours inconsolable. Bon, ça c'est les trucs les plus durs quand les amis, et à mon âge, les amis commencent à partir. Et dans le livre, j'ai fait le programme de mon enterrement. Comme ça, mes enfants n'auront pas de travail. Je pense qu'on devrait en parler. On devrait résoudre ces problèmes pour celui qui reste, qui ne sait pas. Je dis exactement ce que je veux. Je donne le programme musical. J'ai comme ça. Bon, oui. Pour Jacques, je savais ce qu'il voulait. Il voulait l'enterrement juif, le Shiva. On a eu une merveilleuse Shiva pour Jacques. On n'a pas arrêté de rigoler. Tellement que ton père est arrivé, Myriam, et j'avais honte parce qu'on était tous écroulés par terre de rire. Oui, je ne vais pas les lire, mais ils vont le découvrir en fait. On a juste ça, que l'enterrement soit gai et souriant. On peut y jouer Jacques Brel, Ne me quitte pas, Brassens, Barbara Streisand, People, Gershwin,
someone to watch over me, Bernstein, Feel Pretty, I'm just a girl who can't say no, Somewhere Over the Rainbow, que chaque personne qui a envie de dire quelque chose, une anecdote, une histoire, un témoignage, le dise, ou pas. Je sais que j'ai tort, mais je n'ai jamais aimé le silence. Donc en tout cas, je crois que nous avons ça, et merci beaucoup de nous offrir ce livre. Merci de nous offrir, et merci surtout de nous offrir tous ces livres que tu as écrits, qui ont bercé, moi je sais, l'enfance de mes enfants, beaucoup, leur adolescence. Je sais que ça en berce encore beaucoup. Je l'ai vu même ici dans les écoles qu'on a visitées. Tes livres sont en bonne place et tu as entendu, donc les professeurs me disaient, mais ça fait partie de ma bibliographie obligatoire pour toutes les générations d'enfants avec lesquels je travaille. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un tel privilège. Je vois venir le jour où je ne pourrais pas aller dans les écoles. C'était tellement bien dans l'école, le collège des frères hier. C'était vraiment une très belle rencontre avec une merveilleuse professeure ici présente, Sandra. Et j'étais tellement émue. Et un enfant qui m'a demandé qu'est-ce que ça me fait de savoir qu'ils lisent mes livres si loin de chez moi. Et ça m'émeut beaucoup. Mais ma sœur m'a dit aujourd'hui, tu vas faire ces rencontres pour toi, parce qu'elle n'accepte pas que je dise que je le fais pour les enfants. Et elle a raison, je le fais pour moi. Elle croit qu'on fait tout ce qu'on fait pour soi-même. C'est pas un bienfaiteur de l'humanité. Je suis aussi payée pour faire les rencontres avec les enfants. Et je ne le ferai pas sans être payée, quoique j'en fais sans être payée. Mais Shula, tu crois que c'est vrai qu'on fait tout ce qu'on fait, on fait pour soi-même? Oui. Donc, tu es d'accord avec ma It has to look, the outside has to look like you're a philanthropist and altruistic. It has to look that way. But actually it's for yourself. But when your interest meets the interest of the people, that's the best. It's a win-win situation. Ah oui, ok, ouais. Non, mais il y a des choses que je fais pas tout à fait pour moi. Par exemple, certaines fois que je vais en Suisse voir Georges, c'est vraiment pour lui. Yes, but that's when you join him. You become one person, and then what you do for him is actually Okay. for you. Oh, I'm the psychiatrist. I have to have some sessions with you. Est-ce qu'il y a peut-être une question ou deux que vous avez envie de poser à Suzy Bronstein? Aussi, je voulais te poser une question. Merci pour cette interview. C'était vraiment une des meilleures interviews que j'ai eues. Mais j'ai eu l'impression, et je sais que Roselyne comme moi partage l'amour pour la bande dessinée, les lettres d'amour, j'ai l'impression que la petite de Montalban, c'est Suzy elle-même. Hein. Oh, bien sûr. Et Ernest, c'était mon mari, un enfant caché. Voilà. Oui, c'est tout à fait moi, la fille fruitspanite. Oui. Je passe le micro peut-être. Alors en fait, c'est deux questions. La première, c'est dans quelle langue vous préférez écrire? Et la seconde, c'est quel livre vous avez écrit que vous préférez? Le livre où vous avez pris le plus de plaisir et qui reste votre livre phare. Dans quelle langue j'ai le plus de plaisir? Ben, le français, c'est ma langue d'écriture. J'écris sans
60 quelques livres en français. Je crois que j'échange un poème tous les jours depuis des années avec un écrivain qui s'appelle Bernard Friot. Et Bernard Friot a écrit les histoires pressées, c'est un vrai poète. Et tous les jours, tous les matins, même des fois à 6h, 7h du matin, je reçois son poème sur un mot. Un jour c'est lui qui donne le mot et l'autre jour c'est moi. Aujourd'hui c'était frère. C'est moi qui ai donné le mot et je parlais de l'expérience dans le collège des frères. Et alors moi j'écris le poème en français et puis sur le même mot, mais pas une traduction, j'écris en anglais. Et je crois que le poème anglais est le plus souvent le meilleur des deux poèmes. Et j'ai beaucoup de plaisir et de facilité. En même temps, la difficulté d'écrire en français m'intéresse beaucoup. Et les contraintes. Et puis l'inconscience. Parce que je ne suis pas un écrivain tourmenté qui arrache les cheveux, qui déchire les pages. J'écris une phrase et je trouve ça génial. Tu vois, je pense, et c'est grâce au français que je trouve ça génial. Parce que je ne me rends pas compte. Donc, c'est un genre de fool's paradise. Comment on dit ça? Fool's paradise. Et en français, a fool's paradise. Le paradis des imbéciles. Le paradis des imbéciles. Ah, c'est beau, le paradis des imbéciles. Donc, oui, je me pose même pas la question, vraiment. Mais j'écris en français. Et le deuxième... Mais vous réfléchissez en français ou en anglais? Je réfléchis pas. C'est tout tellement inconscient. C'est tellement inconscient. Je ne saurais pas dire. Alors, mais quand vous parlez à vous-même, par exemple, ou pendant les rêves. Les rêves. Oui, voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Vous avez parlé quelle langue avec vos filles? Anglais. Ouais. Et tellement méchamment, parce que j'insistais, et si elles avaient le malheur de me parler en français, je faisais la sourde oreille. Et elles allaient raconter toutes leurs histoires à leur père, parce que c'était plus facile quand même. Mes petits-enfants aussi, je parle anglais. Alors, il y en a, quand j'allais à Paris voir ma plus grande petite fille, tu sais, on aime les grands-mères, non? Mais elle ouvrait la porte et elle disait « Pas ça! Pas ça! » Et quand je lui parlais en anglais, elle me disait « Bla, bla, bla! » Et ma petite fille Emma, qui vit avec moi maintenant, on parle que l'anglais, mais petite, elle me disait « Pas English! » C'était dur, c'était un combat. Le bilinguisme est un combat. Mais il y avait une deuxième question. La deuxième question, c'est quel livre vous avez préféré écrire? Ah, j'ai adoré le livre que Michael a traduit, Joker. Je trouve que c'est mon livre préféré. J'ai adoré. C'est un livre à idées. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi Je suis un génie. C'est tout en rime. Tout en rime. Et
c'est... Je lis juste un petit peu. Aujourd'hui, dit Johann Sebastian Bach, je vais composer le double concerto pour violon. Et puis je fais tous les génies. Aujourd'hui, dit William Shakespeare, je vais écrire le sonnet numéro 116. Aujourd'hui, dit Charlie Chaplin, je vais tourner les temps modernes. Aujourd'hui, dit Marie Curie, je vais découvrir le radium. Aujourd'hui, dit Leonardo da Vinci, je vais peindre la Joconde. Et aujourd'hui, moi, je vais faire les courses chez Monoprix. Je vais acheter du beurre et des boulettes, des œufs et du papier toilette, des oignons, de l'ail et des patates, du basilic et des tomates. Mais moi aussi, je voudrais être un génie au lieu d'aller chez Monoprix. Je veux faire ma petite révolution, une découverte qui déconcerte ma vie, enfin rentabilisée, justifiée, un monde amélioré grâce à moi. Mais comment et quoi? Alors, vous pouvez signer. Donc, Suzy, il y a encore un peu de travail pour signer les livres qui sont en vente ici par la librairie du Pays. Merci beaucoup. J'adore signer les livres. I can tell everybody.